Dès la fin des années 70, alors qu'il réside aux États-Unis, Benyamin Netanyahou s'oppose déjà à toute création d'un État palestinien. Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, I think that no, I don't think they do. But Jordan is a Palestinian state. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state and a second Palestinian state. Une doctrine et une conviction politique qu'il tient de son père, Benzion Netanyahou, admirateur des régimes autoritaires, notamment de Mussolini et du fascisme. On le voit ici, âgé de 100 ans, lors d'un reportage consacré à sa gloire. Je m'appelle Sylvain Sipel, je suis journaliste. J'ai été à Courrier International que j'ai dirigé, et puis j'ai été près de 20 ans au Monde également. Le père de Netanyahou, c'est un fasciste sincère. La proposition fasciste, elle lui convenait tout à fait. Quand le fascisme émerge dans les années 20, il adhère totalement au fond politique, idéologique du fascisme. Il éduque ses enfants dans cette pensée-là. Et ça ne l'abandonnera jamais. C'est un homme qui, après la naissance d'Israël, est parti d'Israël parce qu'il détestait les sionistes socialistes, car il n'y avait rien de plus détestable au monde que le socialisme. Son père était un membre, donc, précisément de la fraction ultranationaliste du sionisme. Ce qui caractérise la droite nationaliste sioniste, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée du partage. La grande Palestine devait être pour eux et seulement pour eux. C'est ça l'éducation de Netanyahou. Il est dans ce bain-là. Et il est dans ce bain-là depuis sa prime enfance, en réalité. Donc, si vous demandez d'où il vient, ben voilà, il vient de ça. Et il va le conforter au fil de sa vie et de sa carrière politique. Le 27 juin 1976, un événement va accélérer la stratégie politique de Benyamin Netanyahou. Un vol Air France contenant des Israéliens est détourné par des membres du Front populaire de libération de la Palestine. Son frère aîné, Yonatan, qui participe à la libération des otages, meurt dans l'opération un mois plus tard. Netanyahou et son père vont alors fonder un institut qui porte son nom, le Yonatan Institute. Leur but, ôter toute possibilité de revendication politique aux actes terroristes. Les définir uniquement comme une arme dont la seule revendication serait de détruire Israël et l'Occident. C'est-à-dire que ce qui était une arme utilisée par des mouvements qui vont de l'anarchisme jusqu'à l'extrême droite à travers l'histoire, en passant par les mouvements nationalistes, etc., cessait d'être un instrument pour devenir une théorie. Le stigmate terroriste devenait le stigmate définitif, que ce soit pour la haine du juif, ou la haine de la démocratie, ou la haine de... peu importe. Mais quand on était qualifié de terroriste, à ce moment-là, on perdait toute légitimité. Du point de vue israélien, le terroriste, c'est quiconque est hostile à la politique israélienne. C'est évidemment les Palestiniens qui luttent pour récupérer leurs terres, ou au moins pour créer un État à eux, mais les terroristes, ce sont très naturellement et vont être traités de terroristes ou de suppôts du terrorisme, de tout ce que vous voudrez, ceux qui ne suivent pas cette idée parce que le terrorisme est une seule et même catégorie. C'est un peu comme si on disait au final que le Front de libération nationale algérien, l'Irish Republican Army ou encore le Front de libération de la Palestine n'avaient pas d'aspirations politiques différentes et que leur seul but était de détruire ce que Netanyahou appelle le monde civilisé. C'est une catégorie sans caractéristiques politiques autres que celle d'être terroriste. Ça, c'est l'Institut Yonatan qu'il avait fondé avec son père, qui sont les premiers à avoir fait campagne. Et leur impact et leur influence sur les néoconservateurs américains a été très importante. C'est ainsi que Mandela, leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud,
va être qualifié de terroriste par les Américains dans les années 80. Et quand survient le 11 septembre, un important politicien israélien a dit que le 11 septembre, c'était le Hanouka d'Israël. Il n'y avait pas de fête aussi belle que ça. C'est-à-dire que là, Israël avait fait la démonstration que le terrorisme est devenu l'incarnation du mal. On est terroriste, on est EST, on est NAIT. On est comme ça. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Je suis Thomas Vescovi, chercheur indépendant, spécialiste d'Israël et des territoires palestiniens occupés. On a là, si tu veux, toute une espèce de mantra qui va se mettre en place progressivement et qui va permettre de faire intérioriser aux jeunes Israéliens le fait que quand ils vont faire l'armée, ils ne doivent pas se poser de questions sur la justesse ou non de la cause. Ils font l'armée parce que ils sont l'avant-garde d'une lutte occidentale contre le terrorisme. Le Palestinien qu'ils vont avoir face à lui, c'est pas quelqu'un qui peut se soulever demain pour sa liberté, c'est quelqu'un qui vous en veut parce que vous êtes Israël et vous êtes même juif. C'est extrêmement puissant comme mentalité, et c'est puissant parce que du 11 septembre 2001 au 13 novembre 2015 en France, les Israéliens vont avoir l'idée qu'en fait, eh bien voilà, les Occidentaux font face au même mal que nous. C'est-à-dire que, un petit peu comme Sharon l'avait dit à l'époque, Arafat, c'est notre Ben Laden. C'est-à-dire qu'en gros, les Palestiniens, en fait, c'est faux. C'est pas un mouvement de libération qu'ils ont en tête, c'est surtout un mouvement terroriste qui veulent nous détruire et nous anéantir. Dès que les gens se sont révoltés, on les a traités de terroristes, évidemment. Et tout ça a été fait pour garder la maîtrise des territoires. On expliquait par mille motifs, y compris par des motifs sécuritaires. Mais la raison fondamentale, c'est qu'on voulait garder les territoires. En 1993, un processus de paix est engagé entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien issu de la gauche travailliste, et Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne. Ce sont les accords d'Oslo. Hala Abou Hassira, je suis l'ambassadrice de la Palestine en France. Je me souviens très bien ce jour-là, le jour de la signature des accords d'Oslo. J'avais 17 ans, à peu près, 17 ans. Et j'avais commencé à avoir une conscience politique, une conscience de problèmes politiques, de la question de peuple palestinien, de l'occupation israélienne. Bien sûr, après 7 ans d'une intifada, de enfin pouvoir concrétiser la paix, concrétiser un État palestinien indépendant et souverain, et concrétiser une coexistence entre les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. C'était un vrai moment d'espoir pour tout le monde. Beaucoup doutaient ce processus, mais beaucoup espéraient que ce processus enfin permettrait à la concrétisation de la paix, d'une paix durable et compréhensive dans la région, non seulement en Israël et la Palestine. On a choisi le rêve, de rêver, parce que je me suis dit personnellement qu'on a autant souffert pendant des décennies de cette occupation, de la Nakba palestinienne, et on avait droit enfin à rêver de cette paix, à rêver de notre liberté et à la faire concrétiser. Pour moi, c'était ça en ce moment-là. Face à Rabin, Netanyahou, alors chef du Likoud, parti nationaliste très à droite, s'associe aux colons pour s'opposer aux accords d'Oslo. של איש הדמים ערפאת. אני אומר כאן לממשלת ישראל שמתרפסת בפני האיש הזה. אני אומר לה בשם הציבור הגדול הזה, אנחנו כאן כי לעולם לא ניתן לחלק מחדש את ירושלים.
C'est quelqu'un qui avait été ambassadeur à l'ONU pour Israël depuis 1984, qui avait pris la tête du Likoud depuis à peu près le début des années 90, et qui est en Israël l'un des fers de lance de la contestation contre Yitzhak Rabin, dans des manifestations qui sont extrêmement violentes et virulentes de la droite, qui expliquent que Rabin est en train de faire un accord avec des terroristes, avec des gens antisémites avec qui on doit avoir confiance, Arafat notamment. Et c'est également un courant politique qui va véritablement fracturer le champ israélien de la société israélienne, c'est-à-dire en diabolisant Rabin, en le caricaturant avec un kéfier, en officier SS. Donc vraiment, on crée un climat de tension permanent. Netanyahou avait un slogan qui était à la fois un slogan antidémocratique et un slogan raciste. C'est-à-dire qu'il disait dans sa campagne contre Rabin, pour refuser l'accord d'Oslo, qu'il considérait comme une trahison, c'est-à-dire que l'accord d'Oslo était supposé mener à la chose qui était la pire aux yeux de Netanyahou, c'est-à-dire l'existence d'un État palestinien à côté d'Israël. Et de ce point de vue-là, Netanyahou disait « Rabin a une majorité au Parlement, mais il n'a pas une majorité juive. » Et il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que quand on dit ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, les voix des non-juifs au Parlement, il y a 20%, à peu près 20% de Palestiniens en Israël, il ne faut pas les prendre en compte. Et dans les 80% qui restent, Rabin n'a pas une majorité. Mais ça, en même temps, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Les juifs comptent, pas les autres. Or, l'État, la citoyenneté est supposée être égale pour tous. Ce climat de tension mène à l'élimination, l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 5 novembre 1995. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv. Nous étions en train de raccompagner le Premier ministre à sa voiture et un type a surgi, a tiré 3 balles sur lui, il est blessé. Atteint à la poitrine et à l'abdomen, Yitzhak Rabin est décédé 1 heure plus tard sur la table d'opération. Et cette élimination devait signer quelque part même la fin de la carrière politique de Netanyahou, parce que sa grande idée qui est que le terrorisme qui nous menace est un terrorisme arabe, palestinien, s'effondre quand l'assassin de Rabin est un extrémiste juif. Quelques minutes après l'attentat, l'assassin vient d'être maîtrisé. C'est l'homme à la chemise bleue plaqué contre le mur par les policiers. Il s'agit d'un Israélien de 27 ans, étudiant en droit dans une université religieuse. Ce terroriste-là a aussi été armé intellectuellement par les manifestations dont Netanyahou était à la tête. Mais à la surprise générale, quelques mois plus tard et malgré le traumatisme de la mort de Rabin, Netanyahou l'emporte de justesse avec 50,4% des voix. C'est entouré par la foule que Benyamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des lamentations. Sa première prière de Premier ministre, comme Menahem Begin en 1981. Un geste symbolique à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement. Et là, quelque part, il y a un basculement où on a le sentiment que c'est fini, la paix n'est plus possible du tout. Et donc, il faut voter pour la droite qui, elle, va nous amener vers une sécurité et surtout une solution militaire forte contre des gens qui veulent nous détruire. Il y a 2 idées maîtresses. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'État palestinien. C'est ça le plus grand danger qui nous menace. Si les Palestiniens ont un État, alors c'est notre fin. Et le deuxième élément, c'est il faut s'emparer de la terre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais petit à petit, nous parviendrons à nous emparer de la totalité de la Grande Palestine. De son refus des accords d'Oslo, à son premier mandat entre 1996 à 1999, puis à son retour en 2009, où il ne va quasiment plus quitter le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou a compris que le mouvement nationaliste qu'il représente avait tout intérêt à s'associer aux sionistes religieux d'extrême droite pour garder le pouvoir.
Les sionistes religieux d'extrême droite n'ont qu'un but, hâter la venue du Messie, symbole de la paix sur terre et de la reconnaissance de Dieu. Pour ce faire, selon une théorie mise en place par le rabbin Kook, grand rabbin d'Israël de Palestine dans les années 20 et 30, les Juifs du monde entier doivent reconquérir l'ancienne Terre Sainte. Je m'appelle Émile Ackerman, je suis rabbin de la communauté orthodoxe moderne à Ayeka que j'ai cofondée avec mon épouse rabbinite Myriam Ackerman-Sommer à Paris. Il faut savoir que depuis moins 586, qui est la destruction du premier temple de Jérusalem, les prophètes puis les rabbins qui leur ont succédé ont convoqué de manière extrêmement régulière l'idée de la venue du Messie et de la fin de l'oppression. Une des révolutions entre guillemets du rabbin Kook, c'est qu'il inclut non pas juste les juifs religieux, mais le peuple juif dans son ensemble en disant ce qui est très important, c'est le travail de la terre, c'est faire vivre l'État d'Israël et chacun a son rôle à jouer, les religieux et les non religieux. Et donc en ces termes, il a développé une forme de théologie très inclusive et c'est aussi pour ça qu'il a rencontré un franc succès. En 67, lorsque l'armée israélienne s'empare du mur des lamentations, immédiatement, le grand rabbin de l'armée, qui s'appelle le rabbin Goren à l'époque, il sonne le chauffard, la trompette qu'on sonne les jours de fête, etc. Et il déclare qu'il faut raser la mosquée Al-Aqsa et reconstruire le temple. Comment dire? Je ne sais pas s'il y a peut-être 200 personnes en Israël qui disent il a raison, mais les gens disent mais il est dingue. Et donc, à l'époque, le rabbin apparaît comme un dingo. C'était en 67. On est en 23. Ça va faire 55 ans. 56 même. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut raser Al-Aqsa, mais ils sont pléthores. Ils ont des écoles rabbiniques dans lesquelles ils enseignent ça. Ils ont des journaux. Ils ont des réseaux. Ils ont des élus à la Knesset. Et maintenant, ils ont des ministres. Ça résume 50 ans, un demi-siècle d'évolution. אחדות חשובה, אהבת ישראל חשובה. המקום הזה, זה המקום הכי חשוב לעם ישראל, שבו אנחנו צריכים לחזור ולהראות את המשילות שלנו. De la fin des années 70 à 2009, Netanyahou a donc tout mis en place pour asseoir sa domination politique et idéologique. Désormais, plus rien ne peut l'arrêter.